Je profite du temps d'arrivée pour vous rappeler 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que ces SOS Escomcé, qui sont un temps où je réponds à vos questions que vous m'envoyez par mail à l'adresse @sandrinescomcé.fr en précisant questions pour le SOS Escomcé. Ces questions peuvent porter sur des thématiques émotionnelles, relationnelles, dans l'éducation, dans le couple et au travail, et dans la relation avec soi-même. J'en reçois à chaque fois, alors c'est variable, des fois 5, 6, des fois beaucoup plus. Et puis je les numérote et je les mets ici. Et je vais en tirer une au sort et je vais y répondre en 10-15 minutes à peu près. Et puis après, cette vidéo est visible évidemment en replay pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Je redis un peu qui je suis aussi. Donc moi je suis Sandrine Donzel, mon métier c'est de décoincer les problèmes et j'espère que vous allez vous en rendre compte au travers de cette vidéo. Je rappelle aussi que vous pouvez évidemment vous abonner à la page si vous regardez cette vidéo sur Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube si vous la regardez sur YouTube, vous abonner au blog via la newsletter. J'envoie une fois par semaine une info avec les nouveaux articles du blog, les infos sur les ateliers, les conférences et tout ça. Et je me déplace un peu de partout, donc ça peut être intéressant pour vous. Et enfin, pour finir, si mes ressources vous plaisent et vous sont utiles surtout, vous pouvez tout simplement contribuer sur Tipeee. C'est un site de pourboire participatif. L'adresse est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez donner à partir de 1 euro. Bon, toutes ces présentations, entre guillemets étant faites, je vais pouvoir tirer au sort la question. Alors, quelle sera la question du jour? Quel numéro est-ce que j'ai? J'ai la question numéro 7. Donc c'est parti, je regarde la question numéro 7. C'est une question qui porte sur le mensonge des enfants. J'aurais besoin d'en savoir plus sur le mensonge des enfants. Ma fille de 7 ans a une amie qui ment beaucoup. Si par exemple elle veut quelque chose, elle ment pour l'obtenir au lieu de demander. Si ma fille dit que c'est l'anniversaire de son papa, sa copine répond systématiquement par « moi aussi ». Ça me dérangeait beaucoup jusqu'à maintenant car cet enfant faisait gober à ma fille des mensonges énormes. Depuis peu, ma fille détecte mieux les mensonges et en est un peu agacée, tant mieux. Et personnellement, cet enfant me dérange car elle n'est pas fiable, elle dissimule beaucoup, elle a un esprit un peu malsain et ce n'est pas agréable. Avez-vous des pistes autour de ce thème? Alors, parfait, c'est un thème que j'ai traité il y a quelques temps, quelques mois, quelques années peut-être déjà, sur le blog, dans un article qui s'appelait « Je mens, tu mens, il ment, nous mentons ». Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo en complément de ce que je vais dire ici. Alors, le mensonge, c'est un thème hyper intéressant et comme vous le savez peut-être déjà, je travaille avec une approche interactionnelle, c'est-à-dire qu'on regarde les interactions et comment ces interactions vont pouvoir aggraver ou apaiser un problème, une difficulté. Et le mensonge est une problématique particulièrement interactionnelle, en tout cas de mon point de vue. Et je vous explique pourquoi. D'abord, le mensonge n'existe pas, on va faire une petite définition du mensonge, le mensonge n'existe pas dans l'absolu. Ça va peut-être vous choquer, mais en réalité, le mensonge n'existe que si moi j'ai conscience que ce que l'autre est en train de me dire ne correspond pas à ma façon de voir les choses. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de vérité, etc. Mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand quelqu'un me donne une information, c'est l'anniversaire de mon papa, comme dans l'exemple que donne ici la maman qui me pose cette question, si je ne sais pas que je n'ai pas une autre information contradictoire, je n'ai aucune raison de penser que c'est un mensonge et même je peux me dire ça peut être la vérité. Donc le mensonge il est dans la relation et dans la vision que j'ai moi de l'information qu'on m'apporte. Alors ça c'est une chose un peu dans l'absolu. Maintenant on va voir un petit peu précisément qu'est-ce que c'est que le mensonge et puis comment on y répond surtout. Alors j'ai oublié de vous dire que je bois un peu de café de temps en temps, donc vous pouvez vous aussi en profiter. Et j'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez évidemment interagir et me poser des questions pour que je complète ce que je suis en train de dire sur le sujet du mensonge en l'occurrence. Alors, le deuxième point qui est très bien souligné dans le message qui m'a été envoyé ici, c'est que le mensonge c'est désagréable relationnellement. Pour qu'une relation fonctionne bien, que ce soit entre adultes, entre enfants et adultes,
on a besoin d'un minimum de confiance. On a besoin de pouvoir se dire que ce que nous dit l'autre, c'est juste, c'est vrai, et ça va plutôt dans notre sens, en tout cas, ça nous est favorable. Sinon, ça nous met sur le qui-vive, ça nous met en alerte. Et effectivement, quand on a expérimenté qu'un enfant ou qu'un adulte ment, transforme un peu la vérité, travestit la vérité, ça nous laisse un sentiment de malaise qui est lié du coup à la dégradation de la relation. On ne peut plus faire confiance à la personne qui est en face de nous et donc on commence à se méfier de tout ce qu'elle nous dit, y compris des moments où elle ne ment pas, puisqu'on n'a pas de moyen a priori de savoir si une information est, enfin si la personne est en train de nous mentir ou en train de nous dire la vérité. Donc c'est vraiment relationnellement extrêmement désagréable. Et du coup, c'est déjà très bien du point de vue de votre fille qu'elle commence à se rendre compte que le mensonge, c'est pas top. Les enfants les plus jeunes n'ont pas forcément de problème avec le mensonge, tout simplement parce que ça peut être sympathique et rigolo finalement, le mensonge. Donc, je reviens juste sur l'idée que si votre fille détecte mieux le mensonge, c'est qu'elle a acquis des compétences relationnelles. Et c'est aussi, de mon point de vue, une des meilleures raisons pour laquelle un enfant va cesser de mentir, c'est qu'il va expérimenter, en tout cas dans ses relations amicales, que ça lui joue des tours, ça lui nuit. Encore faut-il parfois qu'il soit aidé pour le faire. Alors je continue. Donc, face à quelqu'un qui ment régulièrement, moi si je suis la personne qui ne ment pas, je me sens, c'est désagréable, j'ai du mal à faire confiance, je vais être moins facilement en relation. Mais du point de vue de la personne, et là, de l'enfant qui ment, quel est l'intérêt de mentir? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enfants mentent. Alors, je vous rappelle quand même que nous mentons tous et toutes plus ou moins. Par convention sociale, parce que ça peut nous arranger à certains moments. Alors on va plutôt mentir, entre guillemets, facilement dans des relations qui ne sont pas des relations intimes, parce que là, on va chercher à avoir un avantage sur l'autre, c'est une forme de manipulation. On va mentir un peu au service après-vente pour avoir un remboursement. On va, quand le médecin nous dit « Vous avez bien pris vos traitements ?» On va dire « Oui, 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 pas de problème. » Alors même que peut-être on ne l'a pas pris, mais ça j'y reviendrai après sur les raisons qui font qu'on ment. Et donc, on ment tous plus ou moins. Alors, des enfants qui sont en difficulté avec le mensonge, comme des enfants qui peuvent être atteints de troubles type autisme, ne comprennent pas du coup ces conventions sociales. Pourquoi est-ce que tu dis que tout va bien alors qu'en fait ça va pas, t'es fatigué, t'es très énervé. Voilà, ça fait partie des petits mensonges sociaux. Bref, je reviens à pourquoi est-ce que les enfants mentent. Alors, une des premières raisons pour lesquelles les enfants mentent, c'est parce que c'est drôle, c'est rigolo. Et c'est ce qu'ils font souvent quand ils sont petits. Ils se rendent compte que raconter une histoire, travestir un peu la réalité, c'est sympa, c'est plaisant. Ça peut plaire aux autres parce que du coup l'histoire qu'on raconte c'est pas une vérité fade et banale, c'est un truc avec des petites informations un peu sympathiques. Et donc ça leur attire au départ des sympathies, de l'attention. Waouh, c'est génial les histoires que tu racontes. Et tant que les autres enfants ne se rendent pas compte que c'est des mensonges, et du coup le laissent tomber un peu spontanément, ou qu'il expérimente des informations désagréables, enfin des relations désagréables, l'enfant peut continuer à mentir en tout cas. Ensuite, alors tant que raconter des belles histoires m'apporte des avantages, j'ai aucune raison d'arrêter de mentir. Ensuite, une des raisons pour lesquelles les enfants mentent, comme nous pouvons le faire très souvent, c'est pour nous éviter des conséquences négatives, des conséquences punitives, des conséquences désagréables. Et alors là, c'est là que se trouve le piège en fait. On a tendance, pour faire en sorte que l'enfant arrête de mentir, à vouloir lui expliquer que mentir, c'est pas bien. Et il faut l'expliquer, hein, mais si le mensonge se poursuit malgré ça, on va voir comment on peut faire autrement. Mais on a tendance à lui expliquer, à lui dire, à le gronder,
à lui dire que quand il fait une bêtise, s'il avoue, faut avouer à moitié pardonner, s'il avoue, il sera moins puni que s'il n'avoue pas ou s'il ment. Alors, c'est vrai du point de vue de l'adulte, mais voilà l'expérience que fait l'enfant. Quand il fait une bêtise, je mets des guillemets parce que ça peut être un peu n'importe quoi, quand il fait une bêtise, s'il avoue, s'il reconnaît sa bêtise et qu'il est grondé ou puni, ce qui peut paraître logique. Il fait l'expérience, bêtise avouée égale punition, égale je me fais faire la morale, égale je me fais sermonner. Oh, désagréable. S'il fait une bêtise et qu'il n'avoue pas ou qu'il ment, mais qu'il se fait capter après, qu'il se fait prendre après, il va se faire gronder, punir, etc., etc. Alors peut-être à un niveau plus haut que s'il avait avoué ou s'il avait reconnu sa bêtise, mais grosso modo l'écart entre les deux n'est pas si important que ça et ne justifie pas autant, enfin ne justifie pas de son point de vue d'arrêter de mentir. En tout cas, émotionnellement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire j'anticipe que je vais me faire un peu gronder ou beaucoup gronder. Dans tous les cas, je me fais gronder. Donc pour le moment, il n'y a pas d'avantage pour lui à avouer, tant qu'il est grondé et puni pour la bêtise. Et alors se rajoute à ça un inconvénient supplémentaire, c'est que si je mens et que j'ai la chance, une fois de temps en temps, même si c'est une fois sur 10, même si c'est une fois sur 20, de ne pas me faire gronder ni punir parce que mon mensonge a permis de passer inaperçu, eh bien, il y a statistiquement, mathématiquement, un avantage certain à continuer à mentir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais gronder ni punir les enfants. Je suis en train de dire que si vous avez un enfant qui ment régulièrement, il est important de cesser, au moins temporairement, de le gronder ou de le punir pour ses bêtises. Parce que du coup, ça va créer un avantage sur l'attitude qui est « je dis la vérité ». Ça va créer un avantage, tu me dis la vérité, ok, je t'écoute. Et là, on va retomber sur des outils classiques comme ceux que je peux présenter dans les ateliers Faber et Maslich que j'anime. On va retomber sur des outils comme ceux-ci qui sont, on fait de l'écoute et on responsabilise l'enfant, on réfléchit avec lui à la réparation, etc. Et ça va être beaucoup plus habile. Non seulement l'enfant va mieux prendre conscience de la gravité de sa faute, mais aussi il va comprendre qu'il a vraiment intérêt à cesser de mentir. Alors évidemment, quand c'est pas notre enfant, là dans le message de départ, la maman me parle de l'amie d'une amie, enfin de la fille d'une amie, je vais y arriver, d'une fillette qui est l'amie de sa fille, je me mélange un peu les pinceaux ce matin, c'est plus compliqué quand vous n'êtes pas directement la personne concernée. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'un enfant qui ment, et qui persiste à mentir. Un enfant qui ment une fois de temps en temps, c'est une expérience, c'est une façon d'apprendre aussi relationnellement jusqu'où je peux aller, comment je peux m'adapter au contexte. Donc il n'y a pas de problème en soi avec le mensonge. Ça peut être très utile dans la vie, je vous le dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais mentir peut être très utile parfois dans la vie. Donc une fois de temps en temps, c'est pas excessivement grave, on peut recadrer l'enfant quand on s'en rend compte et il n'y a pas de souci. Quand ça se maintient, que ça s'amplifie, que l'enfant ment de plus en plus, ça veut dire que nous, adultes, on fait quelque chose qui entretient ce système. Ça veut dire que quelque part, le cerveau de l'enfant, c'est pas forcément du calcul volontaire, mais quelque part, le cerveau de l'enfant a fait l'expérience qui pouvait être plus avantageux ou moins désavantageux de mentir plutôt que de ne pas mentir. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, donc j'attends là du coup vos commentaires, vos questions, vos réactions à tout ce que je viens de dire. Comme je sais que le temps entre le moment où je parle et le moment où vous l'entendez et le moment où vous tapez est assez long, je vais en profiter pour vous redonner quelques infos sur les prochaines conférences et puis vous pourrez me poser vos questions sur le mensonge après. Alors, je vais reparler de Tipeee, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez contribuer sur Tipeee à partir de 1 €. C'est l'équivalent de m'offrir un café pour me remercier du temps passé à faire cette vidéo. Ensuite, je suis en conférence lundi 8 avril 2019 à Beauzelle, en Savoie, sur gérer nos émotions de parents. Donc c'est une super conférence, moi je m'éclate beaucoup. Je donne avec
j'espère beaucoup d'humour, mais les participants et les participantes me le diront, des clés pour comprendre nos émotions, comment ça marche, qu'est-ce qui fait qu'on pète un câble, comment, des petites astuces pour changer un petit peu tout ça. Je suis aussi en conférence mardi 9 avril à la terrasse, oui c'est ça, donc c'est dans l'Isère, entre Chambéry et Grenoble. Là c'est une conférence qui est prendre soin de soi pour prendre soin des autres, mais qui est réservée aux assistantes maternelles et aux professionnels de la petite enfance, essentiellement assistantes maternelles, le public visé, justement pour travailler sur son épuisement professionnel, son usure professionnelle, et puis retrouver de l'énergie quand on s'occupe d'enfants, c'est essentiel, primordial même. Je suis encore en conférence jeudi 11 avril dans l'Ardèche, à Saint-Péret, pour une conférence sur le thème encore relations. Alors là, c'est relations parents, assistantes maternelles. Comment construire une relation de qualité entre parents et assistantes maternelles, comment co-éduquer, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des relations sereines. Mais vous retrouvez toutes ces infos, je les mettrai en lien dans la description de la vidéo, et vous les retrouvez sur le site www.escomc.fr, et vous trouvez aussi plein de ressources complémentaires sur le mensonge, sur le blog.escomc.fr, et je vous mettrai aussi des liens vers l'article sur le mensonge. Alors, j'ai une question géniale. Comment on fait quand l'enfant fait une bêtise et qu'il accuse son frère ou sa sœur? Déborah me demande ça. Alors là, typiquement, qu'est-ce qui fait que l'enfant accuse son frère ou sa sœur? C'est probablement pour éviter des conséquences désagréables. Donc, ce qui est intéressant, moi quand je reçois les parents en accompagnement et avec des problématiques de ce type-là, je leur demande souvent, et si l'enfant avait dit la vérité, qu'auriez-vous fait? Et ça, c'est une question intéressante, parce que si la réponse est oui, je l'aurais grondé, j'aurais vraiment dit ça va pas, etc. Peut-être que là encore temporairement, il faut cesser ça pour inciter l'enfant à à dire la vérité dans un premier temps. Après, on pourra revenir sur les conséquences de la bêtise ou d'une chose comme ça, mais vraiment ça c'est le premier pas. Ensuite, quand c'est dans la fratrie, c'est quand même extrêmement important, pardon j'ai la voix qui déraille, c'est quand même extrêmement intéressant aussi dans la fratrie, important dans la fratrie, de regarder plus globalement la relation qu'ont les deux enfants. Parce que parfois, l'enfant peut se sentir victime de son frère ou de sa sœur, avoir l'impression que à cause de l'autre, il est souvent puni, souvent grondé, parce qu'il a l'impression que c'est l'autre qui initie une séquence, quelque chose qui se passe. Voilà, un enfant fait quelque chose et l'autre a l'insentiment de réagir et il se fait par exemple gronder parce qu'il a tapé son frère ou sa sœur et il a l'impression que c'est la faute de l'autre s'il s'est senti obligé de taper. Donc il va falloir regarder aussi relationnellement comment ça se passe entre les deux. Et là aussi on en revient à plus de l'écoute, ce que je disais à la fin de ma présentation initiale, c'est-à-dire que le premier mouvement ne devrait pas être de gronder ou de punir, mais de dire qu'est-ce qui se passe et de reformuler bien les émotions. C'est vraiment de l'écoute active, les émotions ressenties, qu'est-ce qui a amené l'enfant à taper. Je vous donne un exemple. Avec mon fils, alors c'était pas avec sa sœur, c'était à l'école, il y a eu un accident dans la cour de récréation, il était en maternelle je crois, et un de ses copains s'est ouvert le menton à cause de lui. Et donc il a été évidemment grondé, puni, et c'était assez grave quand même parce que l'enfant a été emmené, il a eu des points de suture sur le menton, et quand je lui ai demandé de m'expliquer, il m'a expliqué, en fait il trouvait la punition totalement injuste, ce que j'ai compris après de son point de vue, mais du coup je n'ai pas rajouté une couche à la punition et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait il m'a raconté qu'ils étaient en train de jouer, que son copain était grimpé sur une espèce de toboggan, que les autres arrivaient et il lui a dit, parce qu'il jouait à chat, à loup, je sais pas trop quoi, et donc il a voulu le faire descendre pour qu'il ne soit pas pris par les adversaires. Et donc il a tiré très fort comme ça, parce qu'il lui a dit plusieurs fois viens, 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 sinon tu vas te faire prendre, tu vas te faire prendre, et l'autre n'a pas écouté, donc au bout d'un moment il a tiré et l'autre s'est tapé le menton sur le toboggan. Et donc le fait de pouvoir raconter ça et de dire oui, donc tu as trouvé injuste parce que toi tu voulais aider ton copain,
ça lui a permis de redescendre émotionnellement et après de me dire oui mais quand même c'est grave ce qui est arrivé, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Enfin il était petit encore, hein, il devait avoir 5 ans au moment où ça s'est passé. Donc il a pu reformuler, dire bon c'est normal que je sois puni. La prochaine fois, ben, je le laisserai sur le toboggan, tant pis si on perd le jeu, mais il vaut mieux pas faire un truc dangereux. Donc c'est pour ça que vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de simplement écouter et de permettre à l'enfant de formuler clairement tout ce qu'il a dans sa tête parce que du coup souvent vous allez être surpris positivement et vous allez voir que paradoxalement supprimer de prime abord les punitions, les gronderies, les sermons va faciliter la relation et va souvent rendre l'enfant beaucoup plus responsable. Alors je vois qu'il y a une autre question de Magali. Je n'ai entendu que la fin. Ma question c'est comment réagir quand on sait que l'enfant ment. Exemple quand on l'a vu faire la bêtise et qu'il nous soutient que non. Non Magali, tu n'es pas du tout hors sujet. Effectivement tu pourras peut-être re-regarder le début de la vidéo parce qu'il y a des informations. Le truc primordial, l'information essentielle à retenir sur le mensonge, c'est que l'enfant ment et tout le monde ment pour s'éviter des conséquences désagréables. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la question à poser, c'est si l'enfant ment, alors une fois de temps en temps, je le redis, c'est pas dramatique et on peut le recadrer en disant non, là, je sais que tu es en train de me mentir. Et ça peut être important que l'enfant se rende compte, mais par contre, si on fait que ça à chaque fois, en fait, on va aider l'enfant à affiner sa technique de mensonge, à se rendre compte de ce qu'il doit faire, de comment il doit le dire, de ce qu'il peut dire ou ne pas dire, pour que ces mensonges passent. Donc moi je vous invite vraiment à accorder entre guillemets le moins d'importance possible au mensonge parce que ça n'est pas ça le problème. Le problème c'est comment on ramène de l'honnêteté dans la relation et pour ça il faut absolument favoriser l'honnêteté et favoriser l'honnêteté ça veut dire ne pas créer de conséquences désagréables au moins relationnel, quand on dit la vérité. Donc quand on dit la vérité, ça doit être accueilli avec des « je te remercie »,« bravo de m'avoir dit la vérité ». Ça doit être aussi accueilli sur tiens, tu me dis que c'est ton frère, je suis étonnée, moi je sais pas ce que j'ai vu, comment tu expliques que je t'ai vu faire ça, mais d'une façon extrêmement posée, extrêmement ouverte, bienveillante, pour encourager une parole vrai, entre guillemets, parce qu'après on pourrait faire des discussions philosophiques sur qu'est-ce que c'est que la vérité, mais vraiment, je reprends parce que tout à l'heure en début de vidéo j'ai parlé de la situation avec le médecin. Et le médecin, c'est un exemple typique. Si vous allez chez un médecin, qu'il vous prescrit un traitement ou un régime, d'accord ? Et que vous avez du mal à le suivre, que vous ne prenez pas très sérieusement votre traitement, que vous avez du mal à suivre votre régime, quand vous retournez chez le médecin, si vous anticipez que ce médecin-là, quand vous allez lui dire « Ah, j'ai pas très bien suivi », il va vous dire « Enfin, c'est pas très sérieux, qu'est-ce que c'est que ce travail, vous vous rendez compte? Non mais qu'est-ce que vous voulez ?» Il y a des chances qu'à la question « Est-ce que vous avez bien suivi le traitement ou le régime ?» vous allez dire « Oui, oui », pour vous éviter de vous faire la morale, ce qui est très infantilisant, très humiliant. Si au contraire vous anticipez que le médecin va vous dire « Tiens, mince alors c'est ennuyeux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a gêné, qu'est-ce qui vous a bloqué ?» il y a beaucoup plus de chances que vous lui disiez la vérité. Donc, c'est vraiment important en tant que parent, en tant qu'adulte, de réfléchir à comment on peut créer des conséquences négatives qui vont aller complètement à l'encontre de nos objectifs éducatifs. Mais ça, vraiment, dans les ateliers Faber et Maslich que j'anime, je fais des ateliers en ligne aussi. Une session vient de démarrer, donc la prochaine sera probablement à l'automne, à moins qu'il y ait beaucoup de gens intéressés pour l'été. Mais dans les livres aussi de Faber et Maslich et dans des tas d'autres livres, vous trouverez vraiment ces informations-là sur relationnellement réfléchir à tout ça. Alors je regarde, parce qu'il y a encore des questions, bien qu'il soit assez tard. Manu me dit, est-ce qu'on doit dire à l'enfant, attention, je sais que tu dis un mensonge, ou on fait comme si de rien n'était. Alors, si c'est une fois de temps en temps, ça peut valoir le coup. Moi, je dis souvent à mes enfants, et il est vrai, ce mensonge. Donc, ils savent que je ne suis pas dupe. Et du coup, ça met un peu d'humour et ça peut aider. Évidemment que quand vous avez bien conscience, vous pouvez le recadrer. Mais là encore, ça reste gentiment, avec bienveillance. Ça incite l'enfant à
reformuler tranquillement sans se stresser et du coup à dire la vérité. Alors Nathalie, mon fils a été trahi par son meilleur copain qui lui a volé des Legos. Il a su que c'était lui, très déçu, et son ami a mis du temps à avouer. Ils sont toujours amis, mais ça pose des questions sur la confiance. Comment l'aider à comprendre ce comportement? Eh bien, assez simplement, Nathalie, en fait, quand on a du mal à avouer, c'est souvent qu'on a honte, c'est-à-dire qu'on a conscience que ce qu'on a fait n'était pas bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, du point de vue des enfants. Quand un enfant a du mal à avouer, c'est il peut avoir peur des conséquences négatives, mais aussi il peut avoir conscience que c'est pas bien et que ça va certainement nuire à la relation. Avec son copain, et que du coup il se dit, si je l'avoue, est-ce que mon copain va rester mon copain? Donc vous pouvez expliquer ça du coup à votre fils, et puis peut-être l'inciter à en parler à son copain en lui disant, mais du coup comment tu t'es senti toi quand tu m'as volé les Legos, est-ce que tu as eu peur qu'on soit plus copains, ou des choses comme ça, voilà. Mais voilà, c'est exactement ça le mécanisme. Super. Mon fils de 8 ans est d'accord avec moi. Avec vous, me dit Nadège. Mais je suis ravie. Et je suis ravie qu'il y ait des enfants qui écoutent ces vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour leur passer un message. Si vous aussi, vous avez des questions d'enfants, d'ados, etc., sur vos relations avec les copains, sur vos relations avec vos parents, si vous trouvez vos parents trop relous, vous pouvez m'envoyer des questions et j'y répondrai avec plaisir, tout comme celles de vos parents. Je vous dis merci à tous et à toutes. N'oubliez pas que vous pouvez faire un petit don sur Tipeee si cette vidéo vous a plu et la retrouver en replay dans son intégralité sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, sur le blog. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, évidemment. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je vous dis à très très bientôt, donc pour les conférences que j'ai annoncées tout à l'heure, pour un article sur le blog lundi matin, et à la semaine prochaine pour un prochain SOS comme c'est. Merci!